Bonjour et bienvenue dans ce module sur les méthodes non supervisées. Alors pour commencer, on va se poser la question, c'est quoi des méthodes non supervisées? Dans tout le cours, dans la majeure partie du cours, ce qu'on a vu, c'est vraiment des méthodes supervisées d'apprentissage statistique. Par exemple, on a vu la régression ou la classification. Donc ces deux-là, c'était des méthodes supervisées. Qu'est-ce qu'on entend par supervisé? C'est que, dans un contexte supervisé, on a des fonctionnalités, des variables explicatives, x1, x2 jusqu'à xp, comme d'habitude. Puis dans le fond, ce qu'on cherche, nous, c'est vraiment de prédire un résultat ou une réponse Y. Donc c'est ça supervisé. Supervisé, c'est que j'ai des variables explicatives, oui, mais j'ai aussi une variable réponse Y. Alors que dans un contexte non supervisé, cette fois, ben, j'ai simplement maintenant des variables explicatives, x1, x2 jusqu'à xp. Je n'ai plus de variable réponse Y associée, donc je ne m'intéresse pas à prédire une variable Y, mais plutôt à comprendre et à expliquer l'ensemble de mes fonctionnalités. Alors, ça sert à quoi l'apprentissage non supervisé? C'est que dans le fond, ça va nous permettre vraiment de visualiser. Une des façons, souvent, ça va être de visualiser les données. Donc, nos variables x1, x2 jusqu'à xp, on va vouloir les visualiser, puis en tirer dans le fond de l'information. Voir des sous-groupes, voir qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut réduire le nombre de dimensions. Il existe vraiment plusieurs façons de faire. Il y en a deux grandes qu'on va voir. On va voir l'analyse en composantes principales. Donc ça, c'est la première, qu'on appelle ACP ou PCA en anglais. Donc ça, c'est la première, l'analyse de composantes principales. Elle est vraiment très utilisée dans la visualisation de données ou dans le pré-traitement des données. Puis la deuxième qu'on va voir, c'est le clustering. Donc le clustering, dans le fond, ben, vous allez voir, c'est vraiment, il y en a beaucoup de méthodes. On va avoir une en particulier, la plus simple, la méthode du K-means, mais il en existe vraiment plusieurs. Puis vous allez être capable ensuite par vous-même d'aller chercher l'information. Et dans le fond, là, c'est vraiment des méthodes qui permettent de voir des sous-groupes. Donc on va vraiment regrouper dans le fond les données en sous-ensemble, puis ça va vous permettre d'obtenir de l'information. Oups, pardon. Alors, l'apprentissage maintenant non supervisé, c'est plus subjectif que l'apprentissage supervisé. Il n'y a pas vraiment d'objectif, dans le fond, simple pour l'analyse comme la prédiction. On ne fait pas de la prédiction ici. Le but, c'est d'aller vraiment creuser et s'informer. Les méthodes d'apprentissage non supervisées, par exemple, il y en a de plus en plus. On les utilise dans plein de domaines. On va voir le clustering tantôt, où on l'utilise, par exemple, beaucoup dans le marketing. Sinon, dans la santé, par exemple, quand vous voulez faire des sous-groupes de patients atteints d'un cancer, vous voulez essayer d'aller voir qu'est-ce qui les caractérise entre eux, ben vous allez pouvoir faire de l'apprentissage non supervisé. Des groupes d'acheteurs aussi, qui sont caractérisés par exemple par leur historique de navigation et d'achat, ou les films regroupés selon des notes attribuées par les spectateurs. Et la fois, c'est que vous avez vraiment un ensemble de données, puis vous voulez aller en tirer le maximum d'informations. Les autres avantages, c'est que c'est souvent plus facile d'obtenir des données non étiquetées. Donc, quand on dit non étiqueté ici, c'est qu'il n'y a pas de Y. Hein. Donc ici, je n'ai pas Y, donc c'est non étiqueté. Donc, c'est des données qu'on a plus souvent facilement. On n'a pas besoin d'intervention humaine, on n'a pas besoin de mettre une étiquette sur chacun des noms, sur chacune des observations, pardon. Et donc, ça devient du non supervisé. Par exemple, un autre exemple ici, ben, il est très difficile d'évaluer automatiquement le sentiment général d'une critique d'un film. Est-ce que quand vous lisez une critique, c'est favorable ou défavorable? Ben, c'est difficile d'aller poser une étiquette dessus, d'aller dire est-ce que oui ou non c'est favorable. Si on pose une étiquette dessus, ben là ça devient, j'ai une variable réponse Y qui est 0,1, favorable ou défavorable. Là je peux faire l'apprentissage supervisé. Dans le contexte où j'ai juste des données non étiquetées, ben, je peux faire seulement de l'apprentissage non supervisé. Alors, l'analyse en composante principale. Donc, l'analyse en composante principale ou PCA. Donc, la PCA, qu'est-ce qu'elle fait? Dans le fond, elle va vous produire une représentation en faible dimension d'un ensemble de données. Donc, c'est vraiment ça qu'elle fait. Elle part dans le fond de nos variables x1 jusqu'à xp. Puis, dans le fond, ce qu'elle va faire, elle va aller trouver une séquence de combinaisons linéaires de nos variables de départ, donc x1 jusqu'à xp, qui ont une variance minimale. Donc, elle va vraiment transformer en des nouvelles variables, qu'on va appeler y1, y2, par exemple, y3. Chacun de mes y, c'est des combinaisons linéaires. Donc, ma première ici, y1, c'est une combinaison linéaire de toutes celles-là. Donc, par exemple, y1, ça va être 0,5 fois x1, moins 0,2 fois x2, plus 0,7 fois x3, par exemple. Donc, elle va trouver toutes ces combinaisons linéaires-là. Puis, sous quelles conditions elle va les trouver? Elle va les trouver pour qu'ils aient une variance maximale
On veut vraiment que chacune ait la plus grande variance possible et surtout qu'elles ne soient pas corrélées entre elles. Donc, on veut que ce qu'on va appeler ces nouvelles variables-là, les composantes principales, on veut qu'elles soient non corrélées. Euh, donc, la PCA est très utilisée dans la visualisation de données, puis des fois aussi, elle est utile dans l'apprentissage supervisé. C'est un peu drôle, mais dans le fond, ce qu'on pourrait faire souvent, c'est que quand j'ai un Y, puis ensuite de ça, j'ai mes X1 jusqu'à XP, ben, dans le fond, ce que je peux faire, première étape ici, c'est que je peux prendre L, puis je faire une ACP dessus pour trouver des axes, par exemple Z1, Z2, Z3. Donc, j'ai 3 axes principaux. Et là, ensuite de ça, je vais utiliser Y avec mes 3 axes pour faire un modèle d'apprentissage supervisé. Donc, on fait de la réduction de dimension. Vous vous rappelez quand on a vu la régression, par exemple, dans les méthodes de régression, on avait des méthodes de réduction de variables. Par exemple, on a vu la méthode backward ou forward, ou là, ben, un autre exemple, on avait vu aussi les méthodes pénalisées, lasso ou ridge. Ben, en fait, l'analyse de la composante principale, c'est une autre des méthodes. On peut déjà réduire le nombre de dimensions des variables explicatives au départ pour avoir certains axes, et on utilise ces axes-là dans la régression. Alors, comment ça marche en détail? Donc, on va voir les détails vraiment mathématiques. On va commencer par la première composante. On va se poser la question de la toute première, donc elle, la première composante, comment je la détermine? Dans le fond, la première composante qu'on va appeler Z1 ici, ben Z1, ça va être une combinaison linéaire, on a dit des X1, X2 jusqu'à XP. Donc, vous voyez, j'ai écrit ici une combinaison linéaire. Et c'est donc la combinaison linéaire qui représente la plus grande variance. On veut que ce soit la plus grande variance possible. Donc, c'est-à-dire que chacun des coefficients ici, phi1, phi2, phi p1, ça, c'est des coefficients qu'on va appeler des poids, des chargements. On va appeler ça des chargements ou des poids, ou en anglais des loads. Vous allez voir souvent des loads. Fait que c'est vraiment les chargements, puis c'est pas pour rien. Phi de 1 ici, c'est le chargement de x2 sur z1. Donc, c'est à quel point, dans le fond, ma variable x2 est importante dans mon premier axe z1. Une autre des conditions qu'on va vouloir, c'est qu'on va vouloir que la somme des phi j au carré est égale à 1. Donc, dans le fond, ça revient à, on l'a vu déjà, ça revient que la norme de phi est égale à 1. Dans le fond, pourquoi on veut ça là? Pourquoi on veut que la somme est égale à 1? Ben, la norme est égale à 1, c'est parce qu'on ne voudrait pas, dans le fond, que les valeurs de phi prennent des valeurs trop grandes. Fait que le but de tout le monde réduire à 1, ben, on va avoir des phi quand même convenables, puis des variances pas trop grandes. On veut maximiser la variance, oui, mais on ne voudrait pas non plus arriver à des variances infinies. Fait que Z1, on va les créer comme ça, puis maintenant, ben, on se pourrait se poser la question, comment je vais les déterminer, mes phi? Parce que c'est ça, dans le fond. Si j'obtiens chacun de mes phi, ben, je vais être capable d'avoir mon premier axe. Alors, comment on va faire justement? Supposons qu'on ait donc un ensemble de données X de taille n par P. Donc, n par P, ça c'est ma matrice X. Puis, dans le fond, ce qu'on va s'intéresser, c'est à calculer la variance de Z1. On va calculer cette variance-là. Puis, c'est comme ça qu'on va réussir justement. On va supposer que chacune des variables X a été centrée, donc c'est-à-dire qu'elles sont de moyenne nulle. Donc ça, on peut le faire. Dans le fond, chacune de mes variables X, je les transforme. Je leur soustrais la moyenne à chacune, puis elles deviennent de moyenne 0. Donc, je vous le rappelle, le but, c'est de trouver une combinaison linéaire. Donc, ZI1, par exemple, donc pour l'observation I, ça va être toute cette combinaison linéaire-là. Donc, je vais exprimer, dans le fond, mon Z en fonction de toutes les autres. On veut que ça ait la plus grande variance d'échantillons possible, sous la contrainte que, vous vous rappelez, en fait, la somme de mes coefficients carrés soit égale à 1. Ben, en fait, puisque chacune des xi est de moyenne nulle, en fait, on l'a créé pour, vous vous rappelez, on l'a centré, puisque chacune de mes xi a de moyenne nulle, en fait, les zi aussi. Donc, zi va être de moyenne nulle. Puis ça, c'est normal, regardez. Lui est de moyenne nulle, lui est de moyenne nulle, lui est de moyenne nulle. Fait que si vous calculez la moyenne de tout ça, ça va être 0, bien évidemment. Donc, la moyenne de z est 0. Donc, par conséquent, la variance, dans le fond, de l'échantillon de ZI, ça peut s'écrire exactement de cette façon-là. D'accord? Habituellement, la variance, je vous rappelle, var de x, ça va être 1 sur n, la somme des z moins z bar au carré. OK? Mais là, z bar nous est égal à 0, fait que dans le fond, ça s'en va. Il nous reste seulement 1 sur n fois la somme des zi au carré. Donc, je suis capable de calculer ma variance ici. Je l'ai, ma variance de z. Et vous vous rappelez, le but, ça va être de maximiser donc cette variance-là. Donc, dans le fond, ce qu'on veut faire, on veut minimiser donc la variance, puis là, il ne faut pas se tromper, on veut minimiser donc pour chacun.
Donc, dans le fond, ce qu'on fait ici, on veut résoudre ce problème d'optimisation. Donc, ça va revenir à ça, ce problème d'optimisation. Je veux maximiser, donc trouver les phi 1, phi 2 jusqu'à phi P1. Dans le fond, tel que cette somme-là, qui revient exactement, dans le fond, à ma variance, hein, cette somme-là qu'on a vue en dessous. Donc, ça, c'est la variance de Z1. Je veux que cette somme-là soit maximale sous une certaine contrainte, on ne l'oublie pas, que la norme de phi est égale à 1. Parce que si je ne mets pas la contrainte, ben, je pourrais arriver, dans le fond, à l'infini. Ben, en fait, je vous passe des détails mathématiques. Si vous êtes intéressé, je vais vous mettre de toute façon de la documentation dessus. Mais dans le fond, ce problème-là revient exactement en fait à résoudre via ce qu'on appelle la décomposition en valeur singulière. Donc la décomposition en valeur singulière, que vous allez souvent voir écrit SVD, Singular Value Decomposition. Cette décomposition, dans le fond, en valeur singulière, c'est un petit peu comme la décomposition en valeur propre. Ben, en fait, elle nous permet de décomposer une matrice. Et en fait, de décomposer la matrice X, donc quand je prends cette matrice, je la décompose, j'obtiens ce qu'on appelle des valeurs singulières. Ben, en fait, mes valeurs singulières, ça va être exactement mes fameux coefficients ici, que j'ai besoin d'aller chercher. Et on va appeler donc Z1, cette première composante principale. Juste, je vais vous dire d'un point de vue géométrique, en fait, à quoi ça ressemble. Donc, le vecteur de chargement, en fait, phi1, donc le vecteur phi1, c'est tous les éléments, phi1 jusqu'à phi p1. D'abord, ça va être exactement la direction dans l'espace des caractéristiques. Donc, l'espace des caractéristiques, c'est tout l'espace, vous imaginez, à p dimensions, le long de laquelle les données varient le plus. Donc, vous imaginez dans l'espace, si jamais on était capable de visualiser dans l'espace x1, x2 jusqu'à xp, même si vous imaginez simplement juste trois variables, x1, x2, x3, donc vous êtes dans l'espace à trois dimensions qu'on peut visualiser, ben dans le fond, phi1, là, qui va être un vecteur de taille 3, ben en fait, ça va être la direction dans laquelle l'ensemble des variables, donc l'ensemble de nos données, varie le plus. Parfait pour ça. Alors, maintenant, donc, on a trouvé une façon très simple, en fait, de trouver la première composante principale. Comment on va faire pour la deuxième? Ben, en fait, la deuxième composante principale, ça va être assez simple, hein. Ça va être encore une fois une composante principale. Ça va être encore une fois une combinaison linéaire de mes variables, x1, x2 jusqu'à xp, qui va avoir une variance maximale, toujours la même chose. Mais là, on va aller rajouter une nouvelle condition. Vous vous rappelez, c'est que chacune de mes composantes principales doit être indépendante ou orthogonale à l'autre. Donc, dans le fond, on va vouloir qu'elle soit non corrélée à Z. Donc là, on rajoute vraiment une nouvelle condition. Donc, la corrélation, on rajoute que la corrélation entre Z1 et Z2 est égale à 0. Et donc, en rajoutant cette nouvelle condition-là, ben, on va être capable aussi facilement de trouver des coefficients. Donc là, on va avoir un phi1,2, phi2,2, etc. jusqu'à phi p2, qui va créer ma deuxième composante principale Z2. Bon, etc., etc. Puis dans le fond, en fait, il s'avère que contrainte Z2 est décorrélée à Z1, donc que la corrélation soit égale à 0. Ça équivaut en fait exactement à ce que la direction 2, elle doit être orthogonale à la direction 1. Donc c'est vraiment que dans l'espace, si on était juste en 2D, j'ai mon premier vecteur d'abord que je vais trouver, mon phi1 que je vais trouver. Donc lui, dans mon espace, dans le fond, phi1, dans mon espace en deux dimensions, c'est lui dans lequel les données donc, vont être le plus variables, vous vous souvenez. Et mon phi2 que je vais aller trouver, ben, j'ai pas le choix, en fait, il va être complètement orthogonal ici. Donc mon phi2, par exemple, va être ici. Et orthogonal, ça veut dire vraiment perpendiculaire. Donc c'est ça qu'on vient faire, en fait. Chacun des phi qu'on va venir trouver, il va être orthogonal au précédent. Et donc, dans le fond, les principales directions qu'on va trouver, donc les composantes principales, phi1, phi2, phi3, etc., etc., c'est une séquence, en fait, ordonnée de vecteurs singuliers de x. Donc, vous vous rappelez x, je vous l'ai dit, x, dans le fond, on fait une SVD, décomposition en valeur singulière, puis là, on trouve des vecteurs singuliers, phi1, phi2, etc., etc. Et donc, c'est ces vecteurs-là, en fait, qui sont utilisés. Fait que c'est ça. Un petit exemple, on va voir numérique pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. On a des données ici sur les arrestations aux États-Unis. Pour chacun des 50 États des États-Unis, on a l'ensemble de données qui contient le nombre d'arrestations pour 100 000 habitants. Okay, donc c'est le nombre d'arrestations pour 100 000 habitants pour chacun des trois crimes. Donc on a agression, meurtre et viol. Donc pour chacun de ces trois crimes-là, on a le nombre. On enregistre également aussi la variable urban pop, qui est le pourcentage de la population de chaque État vivant dans la zone urbaine. Donc ici, on a
50 observations, n est égal à 50 pour 50 étapes, puis p est égal à 4. J'ai 4 variables, donc mes 3 nombres de crimes, puis le pourcentage de la population urban pop. Donc vous voyez ici, j'ai 4 x1, x2, x3 et x4 ici. Je n'ai pas de y ici. J'ai 4 variables explicatives, mais je n'ai pas de variable réponse. Donc on a fait une ACP et on va voir un petit peu le résultat. Donc voilà le genre d'exemple de résultat qu'on retrouve dans une ACP. On va voir ce genre de graphique. On appelle ça le biplot. Donc le biplot, c'est un graphique vraiment très usuel en ACP. On va avoir sur les axes, attention ici, c'est les deux axes principaux, les deux premiers. Fait qu'on va avoir le premier axe principal, le deuxième axe principal. Fait que ça, dans le fond, c'est mon Z1 que j'ai défini tantôt, puis ça, c'est mon Z2. Donc, je viens vraiment représenter ici les données dans mon nouveau système d'axes Z1, Z2. Et ce que j'observe sur le graphique, c'est plusieurs choses. Les points en bleu ici, c'est vraiment des observations. Ici, ça, c'est une observation. C'est l'observation californienne. Donc ça, c'était n est égal à je sais pas combien. Mettons 13, je dis n'importe quoi. Donc ma 13e observation, je vois qu'elle est ici. Donc ce que j'observe ici, c'est que les points, je serai capable d'aller trouver ces coordonnées-là. J'ai une coordonnée en Z1, puis je vais avoir ici une coordonnée en Z2. Donc je suis capable vraiment, à mon observation californienne, de dire maintenant c'est quoi sa représentation dans Z2, Z2. Et ce que j'observe ici aussi, quand même très intéressant, c'est chacune des variables. Regardez, Urban Pop ici, il me la montre avec une flèche. Donc, je vois chacune de mes variables, comment elles sont représentées dans mon nouvel espace des composantes Z1, Z2. Donc, je vois ici, par exemple, comment je l'interprète, c'est que je vois qu'ici qu'elle a je vais le faire ici, si je regarde sa direction ici, puis sa direction en bas. Alors, ce que je vois, c'est que un Z2 ici, Urban Pop est très représenté. Par contre, en Z2, elle est peu représentée parce que vous voyez, ma coordonnée est proche de 0. Donc, ce qu'on voit, c'est que Urban Pop est très relié à Z2. Par contre, si je regarde les trois autres ici en bas, donc Rape, Assault et Murder, les trois, eux autres sont très liés à Z1 plutôt. Vous voyez, parce que ma coordonnée en Z1 est quand même plus grande. Donc, ça permet en fait en un coup d'œil de voir quelles variables sont entre elles. Ce que je vois ici, c'est que ces trois variables-là sont dans le même espace, hein, vraiment, géométrique, pardon. Donc, ils sont dans le même espace, fait que ces trois variables-là sont corrélées, en fait, et sont beaucoup représentées sur l'axe 1. Par contre, Urban Pop, lui, on voit qu'il est quasiment perpendiculaire aux autres, donc il est dans un autre espace, hein, et lui, il est plus représenté dans Z2. Donc, c'est ça quand on parle de réduction. On peut faire de la réduction de données, c'est que mes trois variables Z1, mes trois variables Rape, Assault, puis Murder sont vraiment comme regroupées principalement, dans le fond, dans mon axe 1. Puis Urban Pop, elle, est vraiment regroupée principalement dans mon axe 2. Vous avez un détail ici vraiment sur la figure avec les valeurs des composantes. Vous pourrez prendre le temps de le lire. Alors, ensuite, dans le fond, d'un point de vue géométrique, ça ressemble à quoi la PCA? C'est que le premier vecteur de chargement, donc phi1, qu'on a dit tout à l'heure, hein, donc mon phi1, mon premier vecteur de chargement, donc ma composante 1, elle a une propriété très particulière. C'est qu'en fait, elle définit la ligne dans l'espace à p dimensions qui est le plus proche des n observations. Ça, c'est ce qu'on va appeler un hyperplan. Donc, dans le fond, c'est que la notion de composante principale, elle, en tant que dimension, les plus proches des n observations s'étant au-delà de la seule première composante principale. Par exemple, les deux premières composantes principales d'un ensemble de données couvrent le plan le plus proche des n observations en termes de distance euclidienne au carré. Donc, si vous imaginez vraiment si vous imaginez un espace, donc x1 jusqu'à xp ici, j'ai un espace à p dimensions, dans le fond, mes deux composantes principales, Z1, Z2, quand je les mets dans un axe, ça va vraiment couvrir la plus grande partie de mes données, dans le fond, dans cette nouvelle représentation-là. Alors, on va parler maintenant de proportion de variance expliquée. Parce que vous vous rappelez, le but de la PCA, c'était d'aller chercher des axes donc, qui expliquaient le maximum de variance possible. Fait que, dans le fond, pour comprendre la force de chaque composante, on va souhaiter comprendre et connaître la proportion de variance expliquée qu'on va appeler PVE, proportion de variance expliquée, par chacune. Si on calcule la variance totale, donc la variance totale présente dans l'ensemble des données, ça c'est la somme de toutes mes variances.
La variance totale, c'est la somme de toutes mes variances. J'additionne toutes mes variances. Ça, je suis capable de le calculer très facilement. En plus, mes variables sont centrées, fait que ça se fait plus. Puis si je regarde maintenant la variance de un de mes axes, par exemple ZM, donc mon axe ZM, ben là aussi je suis capable de le calculer, je l'ai fait tantôt, c'est 1 sur n fois la somme des ZI. Ben en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que si j'ai par exemple donc P variable et que je vais chercher P axe principal, ben en fait je suis allé prendre mes P, donc si je prends un exemple juste en 3 dimensions, si je fais x1, x2, x3, et que je transforme ça en z1, z2, z3, bon, bien évidemment, quand je fais ces trois-là, ben, j'ai trois axes, trois variables. J'explique la même proportion de variance, bien évidemment. Fait que dans le fond, ce qu'on a, c'est que la somme de mes variabilités sur toutes mes variables de départ, x, c'est la somme des variabilités de toutes mes axes. D'accord? Fait que dans le fond, vous voyez que le fait que ce soit égal, ben, on va être capable d'avoir une proportion de variance expliquée. On regarde ici. Donc, dans le fond, si on s'intéresse à la proportion de variance expliquée de la AM composante principale, en fait, ça va être un nombre entre 0 et 1, puis on va être capable de le calculer très facilement. Donc, ça va être tout simplement, regardez ici, ça c'est ma proportion, ça c'est ma PVE pour axe M, donc mon ZM, puis ça c'est la somme de toutes mes variances de mes X. D'accord? Donc, j'ai tout simplement une proportion de variance. La somme de toutes les proportions de variance expliquées va valoir 1, bien évidemment, puisque j'additionne au fur et à mesure. Et en fait, ça va être même décroissant. Regardez ici, on a un graphique en bas qu'on voit très souvent, vous allez le voir derrière. Ici, on a la proportion de variance expliquée en fonction de la composante principale. Et qu'on voit ici, par exemple, ma première composante principale, c'est à peu près 60% de variance expliquée. Donc ça veut dire que ici, mon axe 1 explique 60% de variance de x. Donc de toutes mes variables x, il explique 60%. Mon deuxième ici, je vois que je suis autour de 0.23, mon deuxième 0.1, etc., etc. Donc plus on avance dans les axes, plus on diminue, bien évidemment. On peut faire aussi le graphique qu'on appelle cumulatif, on va le revoir souvent ici. Fait que le graphique cumulatif, c'est qu'on voit que ça monte ici. D'accord? Donc j'additionne à chaque fois. Donc c'est-à-dire, si je prends par exemple ici mon axe 1 et 2, donc si je prends deux axes ici ça correspond à deux axes, mais j'obtiens au total, mettons ici je suis à 0.84, donc 84% de variance expliquée. Donc avec deux axes seulement, je suis capable d'expliquer 84% de variance expliquée de mes données totales. Alors, la question que vous allez me poser, bien évidemment, c'est combien de composantes principales on devrait prendre? Parce que là, on voit qu'on est capable d'en avoir autant qu'on veut quasiment, mais il faudrait se poser la question de combien on en prend. Donc, dans le fond, pour en sélectionner un nombre, il n'y a pas vraiment de réponse claire. Il existe vraiment plein de façons de faire. Il y en a une très simple que je veux que vous compreniez, c'est ce qu'on appelle le tracé de l'éboulis. C'est lui qu'on vient de voir. Fait que le tracé d'éboulis, c'est lui qu'on vient de voir là. C'est ce graphique-là ici. Pardon, c'est lui ici. C'est vraiment le graphique donc de la proportion de variance expliquée en fonction du nombre d'axes. Et en fait, ce qu'on va chercher, c'est un coude. Donc, quand vous avez votre graphique ici, donc vous avez proportion de variance expliquée ici, puis là, vous avez le numéro de l'axe. Ce que vous allez voir, en fait, c'est que ça va faire un truc de même. Ok, tout le temps, ça va faire un truc de même. Au départ, mes axes expliquent beaucoup de variance, puis ensuite, on descend. Fait que ce qu'on cherche, c'est vraiment ce qu'on appelle le coude. Fait que vous imaginez ça comme un bras. Vous voyez, un bras là, vraiment, avec... c'est ça, un bras ici avec l'épaule, puis ici, on avait un bras, puis la main. Puis en fait, on cherche vraiment le coude. Donc, le coude, ça va correspondre au nombre d'axes qu'on va aller prendre. Donc, je descends ici, puis hop, je m'arrête ici. C'est-à-dire que je vais prendre ce nombre-là d'axes pour expliquer mes variables. Donc, voilà pour l'analyse de la composante principale. Maintenant, la deuxième méthode qu'on va voir, c'est la méthode de clustering. Donc, la méthode de clustering, elle, ça fait référence à un ensemble très large de techniques qui peuvent être utilisées pour faire des sous-groupes, en fait, ou clusters dans un ensemble de données. Ici, on ne va pas réduire le nombre de variables, on va plutôt regrouper les observations entre elles. Fait qu'en fait, on va chercher à partitionner les données en des groupes distincts, puis d'une façon quand même claire. Il va falloir que les groupes se séparent vraiment. Puis pour rendre ça plus concret, dans le fond, on doit définir dans le fond ce que signifie deux ou plusieurs observations soient similaires, bien évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire que des observations sont ensemble et qu'est-ce que ça veut dire que d'autres ne le sont pas? Alors, la différence entre la PCA justement et le clustering, la PCA, elle cherche vraiment à représenter en faible dimension les observations.
mais en expliquant quand même une bonne fraction de la variance, alors que le clustering, elle, c'est différent. Ce qu'elle recherche, c'est faire des sous-groupes homogènes parmi l'ensemble des observations. Ici, vous avez des exemples vraiment en segmentation marketing. Donc, c'est très, très utilisé, le clustering dans les segmentations marketing. Donc, c'est-à-dire qu'on cherche à faire des sous-groupes de personnes pour cibler, par exemple, des publicités ou des achats. Fait que c'est vraiment ça, on partitionne les gens, puis on va appliquer des techniques ou des méthodes, des recettes différentes, en fait, pour chacun des sous-groupes. Donc, voici un exemple ici de clustering K-means. Donc, par exemple, ici, on a un ensemble de données avec 150 observations qui sont simulées dans un espace bidimensionnel. Donc, j'ai ici deux variables. Puis, chacun des trois graphiques, ça montre le clustering, en fait, avec différentes valeurs de K. Donc, ici, c'est un regroupement avec K est égal à 2. Donc, j'ai fait 2 groupes, 3 groupes, 4 groupes, puis on les voit en bas en couleur. Fait que le clustering, dans le fond, il donne, en fait, vraiment une étiquette, un groupe à chacune des observations, mais c'est quelque chose qui est créé par lui-même. Donc, dans le fond, le but du clustering, vous l'avez vu, par exemple, ici, c'est vraiment de séparer comme mes observations en trois ici, en trois groupes distincts. Je les sépare. À l'intérieur de chacun des groupes, je dis qu'ils sont similaires. À l'extérieur des groupes, ils sont différents. Alors, comment ça se fait ça, le détail? Fait qu'on va noter C1, C2, C3 jusqu'à CK, dans le fond, les différentes classes qu'on pourrait avoir pour chacune des observations. Fait que dans le fond, si je regarde, si je fais l'union de chacune de ces ensembles, ben, bien évidemment, je vais avoir toutes mes observations. Donc 1, 2, 3 jusqu'à n. Donc dans C2, par exemple, je vais avoir seulement mon observation 7. Dans C3, je vais avoir la 1, la 2, la 17, la 23, la 52, bon, etc., etc. Donc dans le fond, si je fais la réunion de toutes ces classes, bien évidemment, je vais retourner à toutes mes observations. Donc ça veut dire que chacune de mes observations appartient à au moins une des classes. Puis, autre condition que j'ajoute, très importante, c'est que l'intersection entre deux classes est vide. Ça veut dire qu'une observation ne peut pas être dans deux clusters. Bien évidemment, une observation appartient à chacun des clusters. Ici, vous le voyez dans mon exemple, chacune des observations, ici par exemple celle-là, elle appartient à un cluster vert. Elle ne peut pas appartenir dans le bleu ou dans le orange. Parfait. Donc, comment on fait en fait mathématiquement? Fait que l'idée derrière, dans le fond, du clustering, c'est d'être capable de bien contrôler la variance au sein d'un cluster. On veut que la variance au sein d'un cluster soit la plus petite possible. Et on veut que la variance intra-cluster, donc ça c'est à l'intérieur, on va la mesurer, cette variance-là, on va l'appeler WCV de CK. Donc ça c'est la variance intra-cluster, à l'intérieur du cluster. Donc ça mesure dans le fond à quel point, à l'intérieur d'un cluster, à l'intérieur d'une classe, les observations diffèrent les unes des autres. Parce que si, dans le fond, mes observations diffèrent trop à l'intérieur d'une classe, ben cette variation intra-cluster va être grande. Donc nous, ce qu'on veut, c'est minimiser ça. On veut que ce soit le plus petit possible. On veut qu'à l'intérieur de chacune des classes, ce soit le plus petit possible. Donc on va venir minimiser, dans le fond, la somme de toutes les variances intra-clusters, de toutes mes clusters. Donc dans le fond, ce qu'on veut, c'est pas compliqué. On veut diviser les observations en K clusters, de telle sorte que la variance totale au sein de chaque cluster soit plus petite possible. OK? Donc c'est ça qu'on veut faire. Généralement, on utilise la distance euclidienne, fait qu'en fait, la variation, comment on mesure la variation à l'intérieur d'un cluster? Ben, c'est pas compliqué. Ça, c'est une formule un peu compliquée pour dire c'est dans le fond la variance à l'intérieur de mon cluster. Je prends les observations qu'il y a à l'intérieur de mon cluster et je calcule tout simplement la variance. Donc, je vais aller calculer la différence entre chacune des observations à la moyenne. Je vais faire la somme et j'additionne tout ça. Et c'est tout simplement ça dans le fond. C'est la distance euclidienne qui existe entre chacune. L'algorithme du clustering K-means, comment il fonctionne? Fait que tout d'abord, il va commencer en attribuant au hasard toutes les observations à une classe. Fait que vraiment au hasard. Il commence au début, là, il sait pas trop qu'est-ce qu'il fait. Et chacune des observations, il lui attribue aléatoirement, dans le fond, un cluster. Fait que c'est vraiment l'affectation du cluster initial. Okay? On commence par ça. Initialement, on attribue donc chacun à un cluster. Et ensuite de ça, on va répéter, dans le fond, toutes les étapes 2 aussi longtemps qu'on en a besoin. Fait que l'étape de point, pour chacun des K-clusters, fait qu'on se place dans un des K-clusters, on va calculer le centre de gravité. Donc le centre de gravité, c'est tout simplement la moyenne dans le fond. Hein? C'est la moyenne de tous mes points. C'est un centre de gravité. Et en fait, le kème centre de gravité, donc c'est le vecteur d'épée moyenne, je vous l'ai dit, des caractéristiques. Donc je prends toutes les observations qu'il y a à l'intérieur de mon kème cluster et je calcule x bar dans le fond, hein? Vraiment x bar, donc à l'intérieur du cluster. Puis ensuite de ça, j'attribue, donc 2.2, j'attribue chaque observation au groupe dont le centroïde est le plus proche. Donc vous voyez ici, c'est que à cette étape-là,
Donc chacun de mes groupes, ici j'ai calculé le centroïde, le centre de gravité. Et ensuite de ça, au 2.2, c'est que je vais prendre chacune de mes observations, puis je vais aller maintenant les attribuer dans le fond à ceux dont le centroïde est le plus proche, le centre de gravité est le plus proche. Donc je vais venir changer dans le fond des observations de cluster. Au départ, peut-être il y avait une observation ici qui était l'observation 1, qui était dans le cluster 2. Mais là, je me rends compte ici à l'étape 2.2 que elle est plus proche en fait du centroïde 3, donc je vais la changer et elle va être rendue dans le cluster numéro 3. Et ensuite ça, je répète, je reviens ici, donc je recalcule des nouveaux centres de gravité. Mais là, comme mes observations ont changé de classe, bien évidemment, tout rechange. Donc je suis obligé de recalculer mes centres, etc., etc. Donc vous voyez ici, vous avez un exemple. Donc vous avez des données au départ ici tout en noir. Étape 1, tout le monde est attribué aléatoirement. OK? Tout le monde est attribué aléatoirement. Étape 1, la step 2.1, dans le fond, je calcule les centres de masse. Fait qu'ici, vous voyez, en 3 couleurs, c'est mes centres de masse. Étape 3, étape juste d'après, le 2.2, vous vous rappelez, chacune de mes observations, je les recalibre en fait. Chacune de mes observations, je les réattribue cette fois, mais celle au centroïde qui est le plus proche. Par exemple, regardez ici, si je prends cette observation ici, elle était violette au départ, ça va? Mais là, quand je regarde, je vois très bien qu'elle est plus proche dans le fond du orange ici. Elle est plus proche de mon centroïde orange, fait que hop, vous voyez, cette observation est devenue maintenant orange. Ensuite de ça, là, je recommence une itération de 2 au complet, donc je recalcule mes centres. Ici, donc j'ai 3 nouveaux centres. Vous voyez qu'ils sont beaucoup plus représentatifs. Et là, je recommence. Donc, je regarde par exemple cette observation ici. Hop, elle était orange, mais là, finalement, je me rends compte qu'elle est quand même plus proche de lui. Hop, elle passe en vert. Donc, vous voyez, on continue comme ça, etc. et ainsi de suite, jusqu'à quand, en fait, plus personne ne change de classe. Donc, vous avez les détails ici sur la figure précédente. Donc, on continue, etc., etc. En fait, jusqu'à quand plus personne ne change de classe. Donc, voilà pour l'algorithme de clustering. Donc, dans ce module-là d'apprentissage non supervisé, on a vu vraiment 2 grandes techniques. L'analyse en composante principale qui permet de réduire en fait l'espace des caractéristiques en axe principal qui explique le plus possible de variance de nos données. Et ensuite de ça, on a vu le clustering donc qui permet de faire des regroupements dans le fond dans nos données.